Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Conflit. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par Jean-Baptiste Noé Bonjour. pour aborder la question de l'Europe et de l'Occident. Assiste-t-on au déclin de l'Occident? Alors en effet, c'est une question qui revient souvent. Il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont traité ce thème, des ouvrages d'ailleurs qui portent ce titre, Déclin de l'Occident, sans le point d'interrogation. Le but de cette émission, c'est d'interroger justement cette notion, à la fois d'Occident et de déclin. On va voir que c'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Et dès qu'on entre un petit peu dans la technique, dans la complexité, on se rend compte que le sujet est non seulement passionnant, mais qui nous oblige aussi à penser et à revoir la manière dont sont organisées les relations internationales et dont est organisée la géopolitique d'aujourd'hui. Quelle définition peut-on donner de l'Occident? Alors ça, c'est la grande question, effectivement, puisqu'il faut toujours définir les termes. Et Occident, c'est pas évident à définir. Souvent, on va l'associer à l'Europe. L'Europe, c'est pas l'Occident. L'Australie, la Nouvelle-Zélande font partie de l'Occident et ce n'est pas dans l'Europe. On va le voir d'ailleurs avec la première carte qui va apparaître sous vos yeux. On voit que l'Occident originel, c'est l'Empire romain, avec un Empire romain qui est divisé en deux, entre un Orient et un Occident. L'Orient étant de langue grecque, quand l'Occident est de langue latine. Et l'Occident, d'un point de vue étymologique, c'est là où le soleil se couche. Donc ça a donné notamment Ossir, Occidere, donc mourir. Et Orient, Oriente, c'est là où le soleil se lève. Et donc par expansion, l'Occident aujourd'hui désigne à la fois une géographie, donc un espace, dans lequel on inclut l'Europe de l'Ouest, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, et ça désigne également une idée de la civilisation, on pourrait dire un mode de vie. Par exemple, la question se pose de savoir si la Corée du Sud et le Japon sont dans l'Occident. D'un point de vue culturel, non. D'un point de vue des modes de vie et des alliances, oui. Est-ce que l'Amérique latine est dans l'Occident? Les géographes français du début du XXe siècle, pour désigner l'Amérique latine, ont une expression que j'aime beaucoup. Ils parlent d'extrême Occident. On a l'extrême Orient, d'ailleurs l'expression est restée. On avait l'extrême Occident. L'expression a disparu. Je pense qu'elle mériterait d'être remise sur la table. Quand on est à Buenos Aires, quand on est à Santiago, on est en Occident et on voit bien que lorsqu'on parle avec un Chilien, avec un Argentin, avec des Brésiliens, on est dans la même ère culturelle. Alors que lorsqu'on parle avec un Marocain, avec un Égyptien, on sent bien qu'on est dans une ère culturelle autre, alors même que c'était l'Occident, du moins pour le Maroc, Mauritanie-Tingitane, à l'époque de l'Empire romain. Donc on voit que l'Occident, c'est davantage une pensée, une structure mentale, un horizon mental, plutôt qu'une zone géographique proprement dit. L'Occident, ça peut aussi s'apparenter à la chrétienté. Longtemps d'ailleurs, ça a été la chrétienté. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'Afrique, qui est chrétienne, n'est pas dans l'Occident. La Syrie, le Liban, qui sont chrétiens, ne sont pas dans l'Occident. Donc finalement, définir l'Occident, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et puis je terminerai par un dernier point. Alors, vous me direz, je me défausse un peu parce que je donne des définitions, mais sans jamais trancher. Mais il y a la question intéressante de la Russie. Est-ce que la Russie est dans l'Occident? Quand on est à Saint-Pétersbourg, on est dans une ville occidentale. C'est-à-dire, ça a été pensé comme ça par l'empereur Pierre le Grand. C'est Versailles sur la Baltique. Quand on est à Moscou, on est aussi dans une ville occidentale. Et quand on va dans les musées, je pense à la galerie Tretiakov par exemple, on voit tous les grands peintres de l'Occident. Donc Moscou et Saint-Pétersbourg sont des villes occidentales avec des Russes qui ont des modes de vie occidentaux. Pourtant, la Russie, d'ailleurs, c'est un combat chez eux aussi entre eurasisme et occidentalisme. Et puis l'Occident, c'est également la diaspora. Hong Kong est une ville occidentale. Quand on est à Shanghai, sur le Bund de Shanghai, donc on a cette grande promenade, hein, c'est l'ancienne zone coloniale de Shanghai, l'ancien comptoir européen, avec aujourd'hui les gratte-ciel et les immenses immeubles. On est dans une ville qui s'apparente à une ville occidentale, et les modes de vie sont des modes de vie occidentaux. Donc la diaspora occidentale joue aussi ce rôle-là. Quand on est à Garden City, dans la capitale du Caire, fondée par les Anglais et peuplée encore aujourd'hui par des descendants d'occidentaux, italiens, anglais ou autres, on est un peu en Occident. Donc on va dire que l'Occident, c'est finalement, enfin c'est la définition que je donne pour répondre à votre question, puis quand même pour conclure un petit peu, finalement l'Occident, c'est là où il y a des Occidentaux.
C'est-à-dire là où il y a des personnes qui se revendiquent comme étant occidentaux. Pour moi, l'Occident, c'est d'abord se revendiquer comme étant occidental, donc se rattacher à une culture, à une histoire, à une religion, à des valeurs communes, à un sentiment d'appartenance commune. Donc là où il y a des occidentaux, il y a l'Occident. Et donc je terminerai en disant que l'Occident, c'est pas tellement un espace, c'est pas tellement une géographie, ce sont d'abord et avant tout des personnes qui se rattachent à un système de pensée. Beaucoup d'auteurs parlent de déclin de l'Occident. Quelle est votre analyse à ce sujet? Oui, alors moi je m'inscris complètement en faux par rapport à cette notion de déclin de l'Occident. C'est un vieux marronnier intellectuel depuis les années 1970. On nous a promis la victoire de l'Union soviétique, on nous a promis pas mal de choses, la fin de l'Empire américain. Combien de fois a-t-on annoncé la fin de l'Empire américain? Après leur défaite au Vietnam, après leur défaite en Afghanistan, ils sont toujours là, ils sont toujours numéro un mondial. Donc le déclin de l'Occident, non, il n'y en a pas, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent venir, enfin les non-occidentaux veulent venir vivre et habiter en Occident. Donc le jour où des Occidentaux migreront en masse pour aller vivre en Afrique en estimant que c'est là que le mode de vie est le meilleur, on pourra dire qu'il y a un déclin de l'Occident. Le jour où ils iront vivre en masse en Chine en estimant que c'est là que l'on vit mieux, on pourra dire qu'il y a un déclin de l'Occident. Pour l'instant, les migrations, elles sont de l'Afrique vers l'Europe. Elles sont des étudiants chinois qui vont se former aux États-Unis. Donc l'Occident continue à attirer. Je vous donnerai quelques données. L'Afrique, c'est 1,7% du commerce mondial. L'Amérique latine, on est entre 5 et 6% du commerce mondial. Ce qui veut donc dire que 92% du commerce mondial se fait entre États-Unis, Canada, Europe, Asie. Donc, au regard de ces chiffres, il n'y a pas vraiment de mondialisation. On a plus de 90% du commerce mondial qui est centralisé autour de 3 grands pôles. Donc ça limite quand même l'aspect de mondialisation. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a la fin d'un monopole. Jusque dans les années 1950-1960, on avait un monopole, notamment par le biais de la colonisation. Et aujourd'hui, ce monopole est brisé, puisqu'on a la concurrence d'abord du Japon, dans les années 1970-1980, puis maintenant de la Chine à partir des années 2000, et puis on a d'autres pays qui font concurrence, je pense à Singapour, dans une moindre mesure le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie. Donc on est passé d'un monopole occidental à un partage, à une concurrence de l'Occident avec l'Asie. Mais il n'y a pas véritablement de déclin de l'Occident, ça reste la première puissance économique, ça reste une puissance militaire, ça reste une puissance éducative, ça reste une puissance culturelle. Donc non, il n'y a pas de déclin de l'Occident, il y a simplement un monde qui a évolué, un monde qui a changé. Et c'est pas parce qu'il y a plus de colonisation qu'il y a déclin de l'Occident. Vous dites que c'est une puissance militaire, mais on a l'impression aujourd'hui que l'Occident n'est plus apte à la guerre, voire qu'il ne veut plus combattre. Oui, effectivement, on pourra me rétorquer que l'Occident a perdu les dernières guerres qu'elle a menées. Donc les guerres de décolonisation, par exemple, la guerre du Vietnam, la guerre en Afghanistan, en Irak, en Libye, etc. Ça, c'est d'ailleurs la thèse de Gérard Chaliand, à travers ses nombreux ouvrages, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Pourquoi l'Occident perd la guerre ». J'apporterai quand même un bémol, c'est que la guerre est un outil. La guerre, c'est pas une fin en soi. Le but, c'est pas de gagner la guerre. La guerre est un moyen. Et la guerre est un moyen au service du politique, au service d'un projet politique. Donc le but, c'est d'atteindre le projet politique qui a été défini. Et à partir de là, le militaire n'est qu'un moyen, parmi d'autres, d'atteindre cet objectif. Cet objectif que l'on a défini et qu'on appelle donc l'action politique, on peut l'atteindre par l'action militaire, par l'action diplomatique, par l'action économique, par l'action culturelle. Je vous donne un exemple. Pendant l'époque coloniale française, on a considéré que la puissance était contrôler des territoires africains. On contrôlait donc usage de l'armée pour atteindre un objectif politique. Aujourd'hui, on va considérer que c'est plus la peine de faire usage de l'armée pour atteindre cet objectif politique. Si on a besoin d'accéder à des mines, eh bien, on fait usage du levier économique et on signe un partenariat économique avec le pays pour pouvoir avoir une concession sur la mine. On n'a pas besoin de faire la guerre au Kazakhstan et de contrôler le Kazakhstan pour avoir un contrat pour les gisements de pétrole et de gaz du Kashangan. On a Total qui passe un contrat juridique avec le Kazakhstan pour avoir ce contrat. Donc aujourd'hui, on estime que la guerre n'est plus utile
pour la puissance politique et que l'élément économique, que les multinationales, que les grandes entreprises, que les PME sont un levier important. Alors pourquoi est-ce qu'on a perdu ces guerres? Fondamentalement, on les a perdues parce que ça servait à rien de les gagner, tout simplement. Est-ce qu'on a perdu les guerres ou plutôt est-ce qu'on s'en est détourné? Regardez la guerre d'Indochine en France, peu de Français soutenaient la guerre d'Indochine. Parce que pour les Français, c'était une guerre inutile. À quoi ça servait d'aller combattre en Indochine et d'avoir des Français qui mouraient en Indochine? On a tous très bien compris l'intérêt de la Première Guerre mondiale, l'intérêt de la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, il y avait vraiment une interrogation sur l'intérêt de la guerre en Indochine. Il y avait également une grande interrogation sur l'intérêt de la guerre en Algérie. Les Français d'Algérie, pour une partie, soutenaient cette guerre. Pour beaucoup de Français de France, de métropole, c'était pas un sujet. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a arrêté de faire la guerre là-bas. Prenez les Américains au Vietnam, grande contestation à l'égard de la guerre du Vietnam, et beaucoup d'Américains considèrent que ça ne sert à rien de faire la guerre là-bas. Donc, dans un système démocratique, il faut que la population soit majoritaire à soutenir une guerre. Or, ces guerres-là n'étaient pas soutenues par une majorité de la population. Raison pour laquelle il n'y a pas eu un engagement total. Une guerre, il faut être prêt à mourir, hein, sinon on ne gagne pas. Les Vietnamiens étaient prêts à mourir pour la liberté de leur pays, d'où la victoire du Viet Minh. Les Afghans, notamment les Pashtuns, étaient prêts à mourir pour chasser les Américains, comme avant, ils ont été prêts à mourir pour chasser les Soviétiques. En revanche, il n'y avait pas beaucoup d'Américains qui étaient prêts à mourir pour maintenir la présence américaine en Afghanistan. En fait, ces guerres-là n'ont pas été perçues comme des guerres existentielles. Et donc, comme ce ne sont pas des guerres existentielles, eh bien, on ne joue pas son existence. Et regardez, la France donc on a quitté l'Algérie, on a quitté le Vietnam, enfin l'Indochine, on a quitté l'Afrique. La puissance française n'a fait qu'augmenter. La colonisation n'a jamais été un levier de puissance. Ce débat a été tranché, notamment par mon maître Jacques Marseille, avec qui j'ai fait ma thèse, et qui lui-même a fait sa thèse sur la puissance coloniale, où il a très bien démontré dans sa thèse que la colonisation, non seulement n'a pas été un facteur de puissance pour la France, mais au contraire l'a affaibli. Et d'ailleurs, l'Allemagne, qui n'a quasiment pas colonisé, a été une grande puissance militaire et économique. Les États-Unis se sont retirés du Vietnam. On a dit, ça y est, défaite des Américains, ils vont être vaincus par les Soviétiques. Ça n'a causé aucun problème. Quand les Américains se sont retirés d'Afghanistan, ça n'a pas abouti à la fin de la puissance américaine. Donc vous avez des auteurs qui associent puissance à colonisation et qui estiment que parce qu'on met un terme à la colonisation, ça met un terme à la puissance. Non, pas du tout. Donc ces guerres-là, en fait, ne sont pas des guerres perdues, puisque l'objectif, c'était de partir. Donc l'objectif politique était de se retirer d'Afghanistan ou du Vietnam. On a fait usage du militaire comme moyen pour s'en retirer. Donc, en réalité, ces guerres n'ont pas été perdues, puisqu'on a atteint l'objectif politique qui était de quitter le Vietnam, qui était de quitter l'Afghanistan, qui était de quitter l'Algérie. Donc, on a une victoire politique, et comme il y a victoire politique, il y a bien victoire militaire. Il y a également des idéologies mortifères qui détruisent l'Occident. On peut donner l'exemple du wokisme, le pacifisme. Oui, effectivement, en fait, on a un Occident qui est traversé par des doutes existentiels. Ça a vraiment été, c'est les éléments principaux des dernières décennies. Je reviens sur cette carte de l'Occident. On voit bien qu'on a un Occident qui est contesté, notamment parce qu'on a des remises en cause de ses fondements moraux, de ses fondements civilisationnels. J'ai dit tout à l'heure que l'Occident, c'était d'abord des personnes qui se rattachaient à une vision du monde et à un projet politique et historique. Si on détruit ces piliers, si on détruit ces projets, ces piliers historiques et culturels, eh bien, c'est sûr qu'on détruit l'Occident en tant que pensée. Quand vous avez des personnes qui veulent raser le château de Versailles, le Sacré-Cœur, ou qui se réjouissent de l'incendie de Notre-Dame de Paris, ce sont là des idéologies mortifères qui visent tout simplement à détruire le modèle occidental. Ce qui fait notre système de liberté, alors de liberté au pluriel, liberté éducative, culturelle, économique, politique, etc. Donc c'est en fait un modèle qu'il faut défendre. Et j'en reviens au discours de Périclès dans l'enterrement des morts d'Athènes. Périclès dit il y a une différence fondamentale entre Athènes et Sparte, c'est que Sparte combat pour faire la guerre, alors que Athènes combat pour défendre un modèle, combat pour défendre un modèle de vie, un projet de vie. Et c'est notamment la question, le défi qui nous est posé par les islamistes. Est-ce qu'on veut être un pays islamiste ou est-ce qu'on a un autre projet de société à opposer? Est-ce qu'on veut être une dictature?
ou est-ce qu'on a un autre projet à défendre? Et c'est pour ça qu'il y a des interrogations sur l'intelligence artificielle, sur le contrôle, la vidéosurveillance, par exemple. Hein. Est-ce qu'on va pas finir par devenir comme la Chine avec son contrôle de modèle social? Donc, tant qu'il y a des personnes qui veulent défendre ce qui fait notre spécificité, qui est fondamentalement la défense de la personne humaine. L'Occident, c'est ça, c'est la personne humaine. Il n'y a pas de vision de la personne humaine dans les autres ères culturelles et religieuses. Donc ce qui distingue vraiment l'Occident du reste du monde, c'est la primauté de la personne et la défense de la personne humaine. Et donc tant qu'on a ça, eh bien nous défendons le modèle occidental. Et la personne humaine, c'est à la fois ce qu'elle est au présent, c'est son héritage, donc ce qui vient de son passé, et c'est également une projection. Je n'aime pas beaucoup l'expression racine chrétienne, par exemple, enfin, notamment le terme de racine, parce que racine, ça fait penser à quelque chose qui est ancien, qui est dépassé. Je préfère le terme de testament. Il y a un héritage, il y a un testament qu'on a reçu, un héritage, et un héritage, on le reçoit pour vivre au présent, pour le développer et pour le transmettre. Et donc c'est ça qui est important. Les racines, un arbre mort a des racines. Il tient grâce à ses racines alors même qu'il est mort. Alors qu'un héritage, un testament, il ne vit que si on est vivant et que si on veut le transmettre. Donc pour moi, c'est beaucoup plus pertinent de parler de testament, comme on parle d'Ancien ou de Nouveau Testament, de parler d'héritage avec cette idée de transmission. Et c'est ça la défense de ce qui est le propre du monde occidental, c'est la défense de ce testament, de cet héritage. Comment analyser la montée en puissance des BRICS et l'antagonisme entre le Nord et le Sud? Alors là aussi, c'est il y a un vieux débat ou quelque chose qui est hérité de la guerre froide, qui est de séparer le monde entre un Nord et un Sud. Pour moi, ce n'est pas du tout opérant. Je reviens à la carte que je montre depuis le début de l'émission, mais le Nord et le Sud, c'est-à-dire que vous avez l'hémisphère Nord qui serait donc l'hémisphère riche et développé, et l'hémisphère Sud qui serait l'hémisphère pauvre et sous-développé. Alors, ça marche pas parce que déjà l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont dans le Sud. Et pourtant, on les met dans le Nord. Donc déjà, d'un point de vue géographique, conceptuel, ça ne fonctionne pas. La Chine, où est-ce qu'on met la Chine? La Chine est bien dans l'hémisphère Nord. Et pourtant, ça a longtemps été un pays dit du Sud. L'Argentine, le Chili sont des pays occidentaux de l'hémisphère Sud qui aujourd'hui sont parmi les grandes puissances mondiales, enfin au niveau économique, au niveau du développement. Donc cette opposition Nord-Sud, elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas d'un point de vue géographique, elle fonctionne pas d'un point de vue conceptuel, elle fonctionne pas d'un point de vue culturel. Donc ça marche pas. Pour moi, il faut l'éliminer. Il faut arrêter de penser avec ce modèle Nord-Sud, qui est un vieil héritage du tiers-monde de la guerre froide, qui déjà n'était pas vraiment opérationnel dans les années 1950-1960 et qui l'est encore moins aujourd'hui. Donc quand on parle de Sud global, par exemple, ça veut rien dire. Il n'y a pas de Sud global. Déjà, vous avez un antagonisme très puissant entre l'Inde et la Chine, donc il n'y a pas de Sud global. Pareil, quand on parle des BRICS, il n'y a rien de commun entre le Brésil, la Chine, l'Inde, la Russie ou l'Afrique du Sud. Il n'y a rien de commun entre eux. Alors, ils peuvent avoir des accords ponctuels, ils peuvent faire des échanges économiques, mais il n'y a pas un bloc de BRICS contre un bloc occidental. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, ce sont des concepts un peu creux et vides inventés par la science politique, mais ça ne correspond pas à la réalité du monde. En réalité, ce qu'on observe depuis 30 à 40 ans, c'est une montée en puissance de l'Asie. Et ça, je pense qu'en France et en Europe, on ne l'a pas assez perçu. L'importance de l'Asie centrale, notamment du Kazakhstan, l'importance de la Chine, l'importance de l'Indonésie. Là, on a vraiment des changements dans le monde extrêmement importants. Et ensuite, le grand problème, c'est l'effondrement africain. Quand on parle nord-sud, en fait, on n'ose pas nommer les choses en disant il y a un problème avec le continent africain qui n'a pas réussi à se développer, voire même qui s'est appauvri. Et je reviens sur ce graphique qui me paraît être un graphique extrêmement important et qui est très parlant et dramatique, je vais le commenter. Donc vous avez là ce qu'on appelle le nombre de travailleurs pauvres. Donc un travailleur pauvre, c'est un travailleur qui a moins de 1,9 $ par jour. Vous voyez les chiffres donc entre 1991 et 2021, ça peut évoluer depuis. On se rend compte que le nombre de travailleurs pauvres dans le monde a fondu. On avait 808 millions d'employés pauvres en 1991, on en a 224 millions en 2021. Autrement dit, ça a été divisé par 4. Voilà. Donc ça, c'est quand même un élément qui est extrêmement important, c'est l'enrichissement du monde, l'enrichissement des pays pauvres sur les 35 dernières années. Ça, c'est un facteur qui est très important. Mais regardez le détail, et on le voit très bien avec ce graphique,
En 1991, les travailleurs pauvres sont essentiellement en Asie. En gros, c'est à peu près 80% des travailleurs pauvres répartis entre Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Asie de l'Est. Les travailleurs pauvres en Asie ont fondu, ont quasiment disparu, il n'y a plus rien aujourd'hui. Aujourd'hui, les 2 tiers des travailleurs pauvres sont situés en Afrique. Donc les travailleurs pauvres en Afrique ont augmenté à la fois en pourcentage et également en valeur absolue. Il y a beaucoup plus de travailleurs pauvres en Afrique en 2021 qu'en 1991. Donc c'est ça le vrai sujet. C'est pas les BRICS, c'est pas l'affrontement Nord-Sud. Le vrai sujet, c'est que l'Asie s'est considérablement enrichie. Prenez Shenzhen, c'était un village de pêcheurs il y a 50 ans, aujourd'hui c'est 22 millions d'habitants et premier port mondial. Donc l'Asie, toute l'Asie s'est considérablement enrichie, alors qu'en Afrique, la pauvreté augmente et continue à augmenter. Alors pour plusieurs raisons, notamment à cause de l'explosion démographique, mais il est là le vrai problème. Le vrai problème, c'est que, en dépit des efforts, en dépit des plans Marshall, j'entends des gens qui disent qu'il faut mettre un plan Marshall sur l'Afrique. L'Afrique a reçu l'équivalent de 18 plans Marshall. Alors, on peut faire un 19e plan Marshall si on veut, mais si les 18 premiers n'ont pas réussi, il n'y a pas de raison que ça fonctionne. En plus, les économistes ont très bien démontré que l'aide contribue à la pauvreté et l'aide est un frein au développement. L'aide n'aide pas au développement, bien au contraire. Et donc, le vrai problème, il est là. Il est sur cet appauvrissement africain et donc cet échec de l'Afrique, des continents africains, autour des 35 dernières années. Et je terminerai par la question migratoire pour répondre à votre question. Nous, en Europe, on voit la question migratoire à travers les migrations Afrique-Europe. Ça nous concerne directement, mais ce n'est pas l'essentiel des migrations. L'essentiel des migrations, elles sont internes à l'Afrique. Donc soit à l'intérieur des pays africains, à l'intérieur du Soudan, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, ou bien des pays africains entre eux, donc Soudan, Tchad par exemple, Nigeria, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire. Et là, on a l'essentiel des migrations africaines. Le nombre d'Africains qui vient en Europe est un pourcentage très faible par rapport au nombre d'Africains qui migrent à l'intérieur de l'Afrique. S'il n'y a pas de déclin de l'Occident, alors ce qui est fini, est-ce que ça ne serait pas finalement l'universalisme? Oui, je pense que c'est ça le vrai problème. En fait, ceux qui se lamentent sur la fin de l'Occident, ce sont surtout des gens qui sont des universalistes et donc qui se lamentent sur la fin de l'universalisme. Pour ma part, je considère que l'universalisme, c'est un danger pour l'Occident. C'est partie des idéologies mortifères de l'Occident. L'universalisme, c'est quoi? C'est considérer que l'autre est un autre moi-même. C'est considérer qu'il n'y a pas de différence culturelle, qu'il n'y a pas de différence historique, et donc l'autre est comme moi et je vais pouvoir lui imposer mon idée, je vais pouvoir lui imposer ma pensée. L'universalisme, ça a été le moteur de la colonisation. Quand un Jules Ferry ou un Léon Blum dit les races supérieures doivent civiliser les races inférieures, c'est une citation de leur part, ça c'est Léon Blum à l'Assemblée nationale, nous sommes dans une logique universaliste. Pareil pour Victor Hugo, qui considère que l'Afrique est une page blanche et qu'il faut l'Européen doit écrire librement sur l'Afrique. Donc c'est nier les cultures africaines, c'est nier les cultures asiatiques, c'est nier les spécificités culturelles, et c'est considérer que finalement un Africain c'est un occidental pauvre, à peau noire, et qu'il va devenir comme nous. Et cet universalisme aujourd'hui s'est brisé, c'est-à-dire qu'on voyait les autres comme un miroir et on se voyait nous dans le miroir des autres. Aujourd'hui, la fin de l'universalisme, ce sont des miroirs brisés. Le monde est un miroir brisé, les Chinois veulent être Chinois, les Africains veulent être Africains, les Mexicains veulent être Mexicains, et donc ils ne veulent plus qu'on leur impose une culture qui est la culture de l'Occident. Donc on n'a pas un déclin de l'Occident, on a une fin de l'universalisme. Mais l'universalisme, ça conduit à la colonisation, ça conduit à l'hubris occidentale, ça conduit à mépriser, à détruire les cultures non occidentales. Donc c'est pour moi quelque chose de négatif. Et donc je considère que la fin de l'universalisme, c'est au contraire une très bonne nouvelle. Et notamment, alors c'est une très bonne nouvelle pour les autres. On va arrêter comme ça de les coloniser et de leur imposer notre pensée et nos visions du monde. Mais c'est aussi une très bonne nouvelle pour l'Occident. Et que la fin de l'universalisme, ça va permettre au contraire, et ça permet déjà, un regain et un redéploiement de l'Occident dans le monde. Merci beaucoup Merci Jean-Baptiste à vous. Noé pour cette analyse. Si vous avez aimé le format, n'hésitez pas à vous abonner et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Fenêtre sur le monde.